Mercredi 9 mars 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Plusieurs journalistes de plusieurs médias bénéficiaires du Fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2018 sont en formation depuis ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, une formation sur la vérification de l'information sur les réseaux sociaux qui lance ainsi une série de formations qu'initie le Conseil supérieur de la communication dans le cadre de la part de l'enveloppe du Fonds d'aide à la presse destinée à la formation que la dite institution, le CSC donc, gère. Le lancement de cette série de formations a eu lieu donc ce matin à travers le début de cette formation sur la vérification de l'information à l'IFTIC en présence de plusieurs invités. Elle a été présidée par le président du Conseil supérieur de la communication, le Dr Kabir Sani. Les précisions dans ce reportage de Aboubakar Souley et Hamza Sakou. C'est dans le cadre du Fonds d'aide à la presse, destiné à renforcer les capacités des journalistes et à améliorer le cadre professionnel des médias, que le Conseil supérieur de la communication initie des séances de formation sur divers thèmes à l'endroit des journalistes et des acteurs des médias. Et par la présente cérémonie de lancement des formations, ce sont des web-journalistes qui feront école 2 jours durant sur la vérification de l'information sur les réseaux sociaux. Ce lancement que nous parrainons, faut-il le rappeler, est rendu possible grâce à la réforme de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers participants, il vous souviendra que dans le cadre de la gestion de cette subvention à la presse privée, le CSC a adopté la délibération numéro 20/CSC du 31 mai 2019 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. L'article 8 de la dite délibération consacre 35% du fonds d'aide pour la formation des journalistes et 65% à l'achat des équipements pour les entreprises de presse. Nous avions également élaboré un plan de formation et déterminé les besoins en formation des journalistes professionnels avec le concours des responsables des entreprises de presse et ce conformément aux dispositions de l'article 7 de la délibération numéro 20/CSC du 31 mai 2019. Cette rencontre était aussi une occasion pour le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC de remercier le Conseil supérieur de la communication pour les efforts qu'il ne cesse de ménager à l'endroit des futurs journalistes qui sont déjà sur les bancs. Merci, Monsieur le Président du CSC, pour cette confiance placée en nous et pour renforcer les capacités des acteurs de la communication et du secteur privé. Cette confiance, elle est également manifestée à l'endroit de l'IFTIC par plusieurs institutions nationales, tout comme internationales. Et également, les étudiants et les parents placent en l'IFTIC aujourd'hui une grande confiance. C'est ce qui fait avancer nos effectifs. Saluant pour sa part cette initiative, le ministre de la Communication a souligné que cette dernière cadre avec la politique des autorités nigériennes dans leur démarche qualité dans l'enseignement professionnel. Permettez-moi à présent de saluer cette belle initiative du CSC, dans la mesure où le choix judicieux porté sur l'IFTIC cadre parfaitement avec les orientations du gouvernement d'en faire un pôle d'excellence dans la sous-région en matière de formation en communication dans toute l'acceptation du terme. Et c'est bien pour cette même raison que le programme de renaissance acte 3 de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et la déclaration de politique générale présentée par le Premier ministre, son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, ont opté pour la mise en place d'un dispositif de démarche qualité dans le domaine de l'enseignement professionnel et du renforcement des capacités à travers notamment l'amélioration du cadre juridique et professionnel des médias. Pour cette série de formations, 80 journalistes, dont 22 femmes, seront formés à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, qui est un institut de formation de référence sous-régional.
À l'occasion de la célébration hier 8 mars de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, l'ONG Chronique Juridique a organisé la 4e édition de son concours national de plaidoirie, un concours destiné aux étudiants en droit, les étudiants femmes notamment, pour donc rivaliser sur des plaidoiries en lien avec la thématique de la journée. C'était donc hier au niveau de l'hôtel Bravia en présence de nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. Viol et harcèlement sexuel des femmes dans un contexte de terrorisme, entre immunité et impunité, c'est le thème du procès fictif défendu par ces finalistes de la 4e édition du concours national de plaidoirie. Cette activité est organisée par la structure Chronique Juridique à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Dans son combat, Chronique Juridique refuse que la femme nigérienne soit vue uniquement à travers les questions d'inégalité de sexe et victime de violences basées sur le genre. Parce que nous avons des femmes qui réussissent, célébrons leur parcours pour motiver celles qui hésitent. Nous avons des femmes expertes, donnons-leur le micro et les opportunités pour s'exprimer et apporter leur contribution dans la réflexion à l'échelle nationale. Nous avons des femmes fortes, donnons-leur la possibilité d'aider d'autres moins favorisées et chanceuses. Ne réduisons pas la femme aux larmes, à la tristesse et à la désolation. Elles sont nombreuses à avoir une vie épanouissante et digne. C'est devant un jury pétri que ces finalistes se sont défendus en groupe et en individuel. À l'issue du délibéré, c'est mademoiselle Ramatou Maman Nomou qui remporte le premier prix en individuel et sa team en équipe. Je ne sais pas comment m'exprimer, je ne sais pas comment expliquer ma joie et tout. Donc c'est vraiment émouvant. J'ai confiance en moi. J'ai vraiment travaillé et je suis fière de mon travail. J'ai passé des nuits blanches à bosser et voilà. Bon, j'ai joué le rôle de procureur. J'ai cherché la condamnation et je l'ai eue. Cette activité a été rendue possible grâce au soutien des Cap Sahel Niger. Des témoignages ont été décernés à ceux qui ont contribué au renommement de Chronique Juridique, parmi lesquels Feu Aïssata Liman, la colonne vertébrale de la structure. Je n'ai pas perdu un membre fondateur de Chronique Juridique, j'ai perdu une confidente, une amie, une épaule. Feu Aïssata Liman fut cette belle âme, cette immense femme qui donnait sans attendre et recevait sans demander. Parce qu'il y a des douleurs qui ne se pleurent qu'à l'intérieur, je souhaite paix à son âme et je prie pour le repos éternel de son âme. Le 5 mars dernier, l'Arabie Saoudite a annoncé la levée des restrictions liées à la pandémie du Covid-19, une décision qui va faciliter la tenue du pèlerinage. Comment est-ce que les agences de Hajj et de Oumara ont accueilli cette nouvelle après 2 années d'attente? Élément de réponse dans ce reportage signé Nafissatou Yahaya et Ibrahim Abdou. La plupart des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19 sont levées en Arabie Saoudite, dispensant ainsi les voyageurs vaccinés de quarantaine ou de tests de dépistage. L'annonce a en effet été faite par le Royaume d'Arabie Saoudite ce samedi 5 mars 2022 à travers son ministère de l'Intérieur. Cette décision qui réjouit à plus d'un les agences de Hajj et de la Umrah va ainsi permettre la tenue du pèlerinage musulman après 2 années d'attente. Nous l'avons accueilli avec extrêmement de joie, beaucoup de joie, parce que c'est ce que nous attendions depuis très longtemps. Vous n'êtes pas sans savoir que ces restrictions qui nous ont empêchés d'effectuer les 2 pèlerinages ont négativement impacté le fonctionnement de beaucoup d'agences de voyage. Le premier appel que nous lançons, c'est de leur dire que voilà, la patience a payé. Aujourd'hui, les restrictions sont levées. Ceux qui avaient des fonds chez nous qui n'avaient pas complété, nous leur demandons de très rapidement venir compléter leur versement. Et ceux qui ont hésité, qui n'ont pas encore versé et qui veulent bien effectuer le pèlerinage, qui attendaient effectivement de savoir est-ce qu'il y aura pèlerinage ou pas, nous leur demandons et nous leur disons que cette année, Inch'Allah, nous irons à la Mecque avec eux s'ils viennent verser leur argent. 2 années durant lesquelles ces agences ont dû faire face à des difficultés. Les premières difficultés, c'était la gestion de nos candidats au pèlerinage, qui, à un certain moment, vraiment avaient beaucoup plus paniqué que nous autres. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui paye
le pèlerinage et à qui on dit qu'il ne part pas. Surtout, vous savez, la foi, comment elle est difficile à, en tout cas, contrôler. Donc, les gens qui veulent partir, qui n'ont pas pu partir, se sont sentis très gênés, très frustrés. Et à un certain moment, il y avait même eu une certaine incompréhension. Ceux qui ne comprenaient pas pensaient que c'était la faute des agences, alors que les agences n'avaient rien à voir dans cela. Et ceci étant, nous avons dès les premières annonces de l'interdiction du Hajj 2020, parce qu'il s'agit déjà de 2020 à ce temps-là, nous avons informé tous ceux qui avaient souscrit chez nous, nous leur avons fait des propositions, ceux qui voulaient être remboursés, de venir se faire rembourser. Et certains étaient venus, on les a remboursés, mais quelques semaines après, quand vraiment ils se sont un peu calmés, beaucoup ont ramené encore leur versement. Dans l'attente d'une annonce de la part du commissariat au Hajj et à la Umrah du Niger, Koho, ces agences appellent les futurs pèlerins à se tenir prêts pour le Hajj. Du 28 février au 1er mars dernier s'est tenu ici à Niamey le Festival international du mil Festimil. C'est un festival d'exposition des variétés du mil, mais aussi des produits dérivés de cette céréale. À l'occasion de ce festival, nos confrères du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle ici au Niger ont interrogé le représentant pays de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT, M. Malik Ba, sur les différentes variétés, sur la mise au point des différentes variétés de mil. Je propose de suivre cette interview. C'est de la co-création avec les paysans. D'abord, on identifie les besoins des paysans. Quel est le type de matériel qu'ils veulent? Est-ce qu'on veut une panicule de 1,80 m? On veut une panicule de 1 m? On veut des graines rouges, on veut des graines blanches, on veut des graines de telle couleur. On veut tel goût, on veut tel goût. Donc c'est sur cette base qu'on identifie les parents pour créer donc les variétés. Et donc une fois qu'on a identifié les parents, on a fait les croisements, on les a croisés, on a des enfants, pour parler simple, donc on les met dans le champ et donc on les suit avec les paysans, donc les futurs utilisateurs. Et donc on fait la sélection avec eux. Donc si bien qu'ici vous avez des variétés ici qui portent le nom de Falwell, des variétés qui portent le nom de Terra, des variétés qui portent le nom de Serkin Aoussa, parce que c'est des variétés qui ont été co-créées avec les producteurs de ces zones. Donc si bien qu'à la fin, on tombe sur un produit qui correspond à ce qu'ils veulent. Ces dernières années, nous avons sorti jusqu'à 6 nouvelles variétés de mil. Et donc parmi ces variétés, là, il y a des variétés qui ont des cycles très courts, 65 jours, notamment la variété Shakti. Vous avez des variétés à des cycles moins 85 jours et des variétés de 100 jours, dépendant donc de la zone où on veut les cultiver. Et donc, développer avec les paysans. Donc maintenant, on met ça dans le circuit de la production des semences du ministère de l'Agriculture, donc pour rendre les semences disponibles afin que les producteurs puissent en produire. Je vous donne juste un exemple d'une activité que nous avons menée dans la région de Diffa avec une ONG d'OVHH, où on a amené 4 variétés de mil là-bas, et les paysans ont plébiscité la variété Shakti. Elle a à peine 65 jours, et en plus elle est riche en fer et en zinc. Donc en plus de l'aspect adaptabilité au climat, puisqu'elle a un cycle court, il y a le fait aussi qu'elle apporte de la nutrition, notamment pour les enfants en jeune âge qui sont déficitaires en fer ou les femmes allaitantes. Sur le plan mondial, il n'y a pas de mil OGM déjà, ça il faut clarifier les choses. Nulle part dans le monde, aucun institut n'a créé du mil OGM, donc ça n'existe pas. Pas que ce n'est pas techniquement faisable, mais personne ne l'a fait. Donc nous, ce que nous faisons à l'ICRISAT et donc toutes les institutions de recherche que je connais font du mil conventionnel. Donc comme je le disais, on croise une variété A, on va croiser une variété B, on regarde les descendants et on les suit. Donc c'est la méthode conventionnelle de création variétale. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les hybrides. Les hybrides, ce sont des variétés aussi à haut caractère productif, mais ce n'est pas des OGM. Eux aussi sont créés selon la méthode conventionnelle de création de variétés.
Voilà, et pour refermer ce journal, nous sommes mercredi, c'est la chronique hebdomadaire, chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur la juridiction, les juridictions des mineurs. C'est un thème développé par le juriste juge des mineurs, Nani Soli Aboubakar Sidikou. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision. Les juridictions des mineurs ont été créées au Niger pendant la transition militaire de 1999 par l'ordonnance numéro 99-11 du 14 mai 1999. Donc cette ordonnance-là de 1999, c'est elle qui a créé pour la première fois les juridictions pour mineurs au Niger. Donc après un certain nombre d'années de mise en œuvre, donc un certain nombre de lacunes et de difficultés ont été relevées dans son application. Et c'est ainsi qu'en 2014, donc plus précisément le 20 novembre 2014, une nouvelle loi a été adoptée, donc la loi 2014-112, et qui a abrogé donc l'ordonnance de 1999. Donc aujourd'hui, le texte de référence qui régit donc les juridictions pour mineurs au Niger, c'est la loi 2014-72 du 20 novembre 2014. Voilà donc pour ce qui est de la présentation. La juridiction des mineurs. Le juge des mineurs, il a une double casquette. Il a des attributions en matière pénale et des attributions en matière de protection. En matière pénale, le juge des mineurs, s'agissant des faits qualifiés de délits, donc lorsqu'un mineur est en conflit avec la loi qui est poursuivi pour des faits qualifiés de délits, c'est le juge des mineurs qui est saisi et c'est lui qui instruit, qui fait les actes d'instruction. Il fait office de juge d'instruction, il instruit le dossier. Et c'est le même juge, donc après l'instruction, s'il estime que le fait reproché au mineur, il y a des charges contre lui, donc il prend une ordonnance, il les renvoie devant le tribunal des mineurs qu'il va présider pour les juger. Maintenant, en matière criminelle, donc lorsque les faits reprochés aux mineurs sont qualifiés de crimes, donc là, c'est le tribunal des mineurs collégialement composé qui est présidé par le président du tribunal et d'un juge du mineur et d'un autre juge. Donc c'est un collège de 3 magistrats, y compris le juge du mineur qui a instruit le dossier, donc qui juge le dossier. Donc voilà, en matière pénale, les attributions du juge des mineurs. Il est juge d'instruction à ce qui concerne les dossiers impliquant des mineurs, et il est aussi juge de jugement pour les affaires correctionnelles. C'est lui-même qui représente la juridiction des mineurs. Maintenant, pour les affaires criminelles, il complète le tribunal des mineurs qui est présidé par le président du tribunal. Maintenant, l'autre volet de ces attributions, c'est en matière de protection. Donc là, c'est une innovation. Donc lorsque vous prenez la loi de 2014, notamment à son article 37, dispose que le juge des mineurs, il est compétent pour prendre des mesures de protection lorsqu'on est en présence du cas d'un mineur en danger. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mineur en danger? La loi a défini, donc 2014-112, a défini ce qu'il faut entendre par mineur en danger. Un mineur en danger au sens de la loi, c'est un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions de son éducation sont gravement compromises. Donc lorsqu'on est en présence d'un enfant qui se trouve dans cette situation, eh bien le juge des mineurs, il est compétent pour prendre une mesure de protection. Donc il peut prendre par exemple un enfant c'est pas qui s'adonne dès le bas âge à la consommation des stupéfiants ou bien qui passe la nuit dans la rue, il est en danger parce qu'il peut être exposé à toutes sortes d'accidents de circulation et consorts ou des problèmes de santé. Donc là, le juge des mineurs peut prendre une décision. Si par exemple les parents sont divorcés, il peut décider, après enquête sociale, décider par exemple si l'enfant est avec la mère, les retirer donc de la mère pour le confier au père ou bien le placer carrément dans un centre d'accueil ou bien le confier à une personne digne de confiance. Donc ça fait partie des mesures de protection que le juge des mineurs peut être amené à prendre. Maintenant, qui sont les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs en matière de protection? Donc la réponse se trouve dans l'article 36 donc, de la loi 2014-112 qui dispose, je cite, donc il y a parmi les personnes qui sont habilitées à saisir les juges des mineurs et pour un dossier de protection, pour une mesure de protection, il y a le procureur de la République,
et les parents, donc le père ou la mère, les tuteurs, et le subrogé tuteur, l'enfant lui-même peut venir devant le juge des mineurs pour demander à ce qu'on prenne une mesure de protection à sa faveur. Moi, j'étais à Berny il y a quelques années de cela, c'était une fille qui était au collège, donc que les parents voulaient donner à Marais, c'est elle-même qui était venue me trouver dans mon bureau pour me demander à ce qu'une mesure soit prise parce qu'elle ne voulait pas de ce mariage-là. Donc l'enfant lui-même peut venir saisir les juges des mineurs. Donc il y a la juridiction qui est chargée des affaires coutumières, donc la juridiction qui statue en matière matrimoniale, et il y a la brigade des mineurs aussi. Donc toutes ces personnes-là sont habilitées à saisir les juges des mineurs par rapport à une mesure de protection. Et c'est vrai, il y a une confusion dans la pratique que les justiciables font. Pour le commun des mortels, et lorsque, par exemple, dès qu'on dit que c'est une question de garde d'enfants, et pour le commun des mortels, automatiquement, les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent pour statuer sur la garde des enfants lorsqu'il y a une rupture des liens conjugaux qui intervient au sein d'un couple. C'est vraiment une erreur d'appréciation et une méconnaissance de la procédure qui amène les gens à se comporter de la sorte. La question de la garde d'enfants, elle relève de la compétence d'une autre juridiction. Et pour le cas de Niamey, par exemple, ce sont ce qu'on appelle les tribunaux d'arrondissement communaux. Donc, en dehors de Niamey, par exemple, au niveau des autres tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, il y a les présidents des tribunaux d'instance. Et au niveau des TGI, donc dans les régions, il y a les vice-présidents, c'est-à-dire le juge chargé des affaires coutumières et civiles. Donc, ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur la question de la garde d'enfants. Donc, normalement, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, même si c'est à la suite d'une répudiation, parce que quand c'est à la suite d'un divorce, puisque le divorce, en principe, il intervient toujours devant les juridictions. Donc là, le problème ne se pose pas. Là où le problème se pose, c'est à la suite de la répudiation. Un couple, par exemple, une dame qui est répudiée par son mari, donc avec lequel elle a eu des enfants, donc après la répudiation, généralement, quand il n'y a pas de problème de garde d'enfants, chacun reste dans son coin. Maintenant, c'est quand le problème va se poser et qu'ils viennent au niveau de notre juridiction pour solliciter notre service. Alors, lorsque vous regardez la loi sur l'organisation judiciaire, la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018, notamment à son article 37, elle a bien défini la procédure à suivre en matière de garde d'enfants. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, que ce soit le divorce, bon, on prend le cas de la répudiation parce que c'est ça qui pose problème. S'il y a une répudiation, une femme qui est répudiée par son mari, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, normalement, c'est à l'époux le plus diligent, ça peut être la mère ou le père, de saisir le juge compétent, c'est-à-dire le juge chargé des affaires civiles et coutumières. Pour les cas de Niamey, par exemple, le président du tribunal d'arrondissement communal. Donc l'époux le plus diligent, il saisit le juge compétent pour qu'il constate, si c'est une répudiation, pour qu'il constate qu'effectivement il a été répudié sur la présentation du papier de répudiation, qu'elle constate. Maintenant, le même juge, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, donc normalement, quand il y a un consensus entre le père et la mère par rapport à la garde des enfants, il peut arriver que le couple, que les deux ex-époux s'entendent pour avoir une garde partagée. Par exemple, si c'est deux enfants, le peut prendre un enfant, la mère peut prendre l'autre. Donc là, s'il y a un consensus par rapport à ça, donc le juge, il homologue donc l'accord qui est intervenu entre les parties. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, en ce temps-là, il va ouvrir un dossier pour statuer sur la garde des enfants. Si par exemple, il décide d'accorder la garde des enfants à la femme, là, il met à la charge de l'époux ce qu'on appelle le paiement de la pension alimentaire qu'il va fixer selon une certaine périodicité. Ça peut être, le versement peut être mensuel, hebdomadaire ou trimestriel selon les cas. Donc, le mari aussi qui n'a pas la garde des enfants, il conserve ce qu'on appelle les droits de visite et d'hébergement. C'est-à-dire, il a les droits, bien que les enfants ne sont pas sous sa garde, le juge va fixer en tout cas une certaine périodicité pendant laquelle il va recevoir la visite de ces enfants-là et de les héberger, selon une certaine périodicité. Maintenant, si c'est le mari aussi qui a la garde des enfants,
Donc là, il n'y a pas de paiement de pension alimentaire, puisque là, ils sont sous la garde du mari, donc c'est lui qui les prend en charge. Mais la mère aussi, elle conserve un droit de visite et d'hébergement par rapport à ses enfants. Donc voilà un peu la procédure. Donc pour récapituler, vraiment la question de la garde des enfants, le juge des mineurs, son domaine il intervient lorsque seulement l'enfant est en danger. Parce qu'il peut y avoir la précision qu'il faut apporter. Même lorsque, et même après, à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut être compétent à prendre une mesure de protection. Et lorsque les mineurs qui sont concernés, lorsqu'ils sont en danger, c'est-à-dire les critères déterminants, les critères de compétence du juge des mineurs en matière de protection, c'est la notion de danger. Il faut que l'enfant soit en danger, il faut que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation soient gravement compromises. Là, en ce temps-là, même si c'est à la suite d'une rupture du lien conjugal, le juge des mineurs peut intervenir pour prendre une mesure de protection s'il est établi que l'enfant est en danger. Mais s'il n'y a pas de danger, c'est juste à la suite d'une rupture du lien conjugal par répudiation ou par divorce, là, ce sont les juges chargés des affaires civiles et coutumières, et pour le cas d'Inémé, donc le président des tribunaux d'arrondissement communaux, qui sont compétents pour statuer sur la garde des enfants. Donc moi, j'invite en tout cas les justiciables à avoir le réflexe, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal, donc au sein d'un couple, s'il y a des enfants, moi j'invite en tout cas les justiciables à avoir les réflexes d'aller systématiquement vers le juge chargé des affaires civiles et coutumières, donc pour le cas d'Inémé, le président des TAC, et pour d'abord qu'il constate la répudiation, si c'est une répudiation. Ensuite, s'il y a des enfants qui sont issus du couple, qu'il prend une ordonnance pour statuer sur la garde des enfants. Mais dans la pratique, les gens viennent ici chez nous, c'est quand le problème se pose. C'est-à-dire, le plus souvent, c'est 1 an, 2 ans après la rupture du lien conjugal, et la dame va venir se présenter à ton cabinet pour te dire que bon, son mari l'a répudié à 2 ans de cela, mais il refuse de lui permettre de voir ses enfants. Alors que si elle l'avait fait en amont, le problème n'allait pas se poser, il y aurait une décision de justice. Parce que s'il y a une ordonnance qui s'agit sur la garde et que l'un des époux fait obstruction à cette décision-là, il peut, comment on appelle ça, faire l'objet de poursuites pénales. Parce qu'il y a c'est une infraction qui est prévue par le code pénal. Bon, il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. En fait, c'est vrai dans, comment on appelle ça, en matière coutumière, de notre coutume, puisque la coutume germain islamisée ou rossa islamisée, les gens disent que, par exemple, lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge de 7 ans, il reste avec sa mère. Au-delà de 7 ans, et donc le père peut demander chercher à avoir la garde d'enfant. En fait, ça, ce sont nos coutumes. Mais vous savez, le Niger aussi a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, notamment la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette convention, elle a posé dans un de ses articles une disposition, un principe extrêmement important, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, même si, qu'est-ce que ce principe-là veut dire? Ce principe-là voudrait tout simplement dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, que ce soit devant les autorités judiciaires ou administratives, la considération primordiale qu'il faut prendre en considération, c'est l'intérêt de l'enfant. Dans toute décision, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque, par exemple, même un enfant qui a âgé, par exemple, de 10 ans, on suppose que normalement, il doit être, par exemple, si c'est un enfant de sexe féminin, qu'il doit être avec sa mère. Mais si, par exemple, il se trouve que la mère, c'est une femme qui est de mœurs légères ou c'est une prostituée, par exemple, là, l'intérêt supérieur de l'enfant peut commander, à la suite d'une enquête sociale, bien évidemment, peut amener les juges à prendre une décision et confier, comment on appelle ça, l'enfant au père et non à la mère. Donc, il n'y a pas, comment on appelle ça, un âge où on dit qu'avant lequel l'enfant doit être avec sa mère et après tel âge, il doit être avec le père. Non, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant tel que la Convention internationale des droits de l'enfant l'a prévu. Et le même principe a été reconduit par la loi 2014 et 72 du 20 novembre 2014 sur les juridictions des mineurs. Donc vraiment, en la matière, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant
et qui prime. Il y a une infraction qui est prévue dans le code pénal qu'on appelle la non-représentation d'un enfant et qui est prévue par le code pénal. Par exemple, lorsque le juge, à travers son ordonnance, décide par exemple de confier la garde de l'enfant à un des parents et que l'autre refuse de le représenter, c'est une infraction qui est prévue par la loi. Ça, c'est un premier aspect par rapport à ça. Maintenant, il y a une autre infraction aussi, surtout qu'on peut, comment on appelle ça, coller à la personne, c'est la résistance à l'exécution d'une décision de justice. Donc il y a vraiment des infractions qui sont prévues par le code pénal et par rapport à ça. De plus en plus, et on est en tout cas un peu envahi par des femmes qui viennent, donc les femmes répudiées, et qui viennent pour des questions de garde d'enfants. Donc à chaque fois, moi je les oriente donc, en fonction donc, du lieu du domicile du conjoint, donc de l'ex-conjoint, j'essaie de les orienter au niveau des juridictions compétentes, au niveau du TAC, du tribunal d'arrondissement communal compétent, pour qu'ils puissent gérer ça. Parce que les gens n'ont pas compris jusqu'à présent, peut-être c'est un problème de manque de vulgarisation de la juridiction des mineurs, qui fait que bon, dès qu'il y a une question qui concerne la garde d'enfants, automatiquement les gens pensent que c'est le juge des mineurs qui est compétent. S'il n'y a pas de danger, si c'est juste une question de garde d'enfants et que les deux parents se disputent, donc là, c'est le juge chargé des affaires civiles et coutumières, donc pour les cas d'Inémé, le président des tribunaux d'arrondissement communaux, et ce sont eux qui sont compétents pour statuer sur cette question de garde d'enfants. C'est une décision qui est susceptible de voir des recours. Mais la particularité de la décision sur la question, et comment on appelle ça, des pensions alimentaires et des gardes d'enfants, c'est une décision qui est exécutoire pour provision, c'est-à-dire, nonobstant une voie de recours, nonobstant l'appel, c'est une décision qui est exécutoire pour provision. Donc elle bénéficie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Même si l'une des parties fait appel, donc c'est une décision qui est exécutoire pour provision, c'est-à-dire qui bénéficie de l'exécution provisoire. Parce que les questions alimentaires, les pensions alimentaires quand même, c'est des questions en tout cas qui sont très vitales. Ça ne doit pas souffrir quand même comment on appelle ça, de voies de recours, quoi. Ça ne doit pas être bloqué, donc leur exécution du fait que, par exemple, le mari a interjeté appel parce qu'il estime que la pension alimentaire est exorbitante, par exemple.